étudiant, Non, ce ne sera pas une dictée. Ce ne seront que des explications. Si vous parvenez à noter quelque chose, ce sera tant mieux. Si vous ne parvenez pas, contentez-vous d'écouter et de comprendre. Après les explications, nous passerons à la deuxième partie de la visite. Celle-ci consistera pour vous à vous promener librement dans la maison, pour visiter les chambres et pour faire des photos si vous le voulez. Chers élèves, vous êtes ici dans une maison que vous connaissez bien, qu'on appelle la maison des esclaves. La maison des esclaves. Esclave, esclave. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un esclave? Qu'est-ce que c'est qu'un esclave? Oui? Ah, c'est une personne qu'on maltraite. Et dit qu'un esclave, c'est une personne qu'on maltraite. Oui? C'est vrai que l'esclave, il est maltraité. Oui? Et quoi d'autre? Qu'est-ce que c'est qu'un esclave? Oui? Un esclave est une personne qu'on maltraite, qu'on fait travailler sans aucune pitié. Écoute, sans aucune pitié. Une personne que l'on maltraite, que l'on fait travailler sans pitié. Oui? Oui? C'est vrai. Et quoi d'autre? Oui? Il est privé de ses droits. Quel droit? Il est privé de sa liberté. Oui, c'est une personne qui est privée de sa liberté. Oui. Et quoi d'autre? Vous qui êtes derrière les petits là. Là-bas en train de bavarder. Normalement, les petits, ils doivent être devant, les grands derrière. C'est ça le principe. Si vous êtes petit, vous mettez derrière les grands, vous ne me verrez pas quand je vous parle. Et moi, je ne vous vois pas non plus. Hein? Le principe, il est élémentaire. Les plus petits devant et les grands derrière. Voilà. Alors, je vais vous dire, un esclave, c'est d'abord un individu privé de sa liberté. Il appartient à son patron et il est obligé de travailler sans être payé. Voilà, il est privé de sa liberté parce que l'esclave est comme un prisonnier. Il ne faut pas aller où il veut, voyez-vous? Il appartient à son maître. Son maître, c'est son patron. Le maître peut vendre son esclave. Le maître peut prêter son esclave à quelqu'un. Le maître peut offrir son esclave à quelqu'un. Il peut même le libérer s'il veut. L'esclave lui appartient personnellement. Cet individu-là qui est privé de sa liberté et qui appartient à son maître, il est obligé de travailler. Si l'on refuse de travailler, il n'est pas payé, il est maltraité. Et pour le travail qu'il fait, il n'est pas payé. C'est pour cela qu'on dit qu'un esclave est un individu privé de sa liberté, qui appartient à son maître et qui est soumis à des travaux forcés. Maintenant, l'esclavage, qu'est-ce que c'est que l'esclavage? C'est le fait de se servir d'un esclave. Le fait d'avoir un esclave à sa possession, c'est ça qu'on appelle l'esclavage. Voyez-vous? C'est une injustice très grave. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire un esclave. Si vous le faites, attention, on va vous attraper, on vous amène au tribunal, on vous juge, on vous emprisonne ou bien on vous colle une amende très longue que vous allez devoir payer. Alors, à côté de l'esclavage, il y a ce qu'on appelle la traite négrière. Qu'est-ce que c'est que la traite négrière? La traite négrière, c'est le commerce des esclaves noirs. C'est ce qu'on appelle la traite négrière, le commerce des esclaves noirs. Voilà. Alors, ne confondez plus esclavage et traite négrière, ce sont deux choses différentes. Souvent, quand je pose la question aux élèves, eh bien, la question de savoir quand est-ce que l'esclavage a commencé, ils ont tendance à répondre en disant que l'esclavage a commencé au XVIe siècle ou bien au XVe siècle. Il y en a qui répondent en disant que l'esclavage a commencé au VIIe siècle. C'est pas juste. L'esclavage n'a pas commencé au VIIe siècle, il n'a pas commencé au XVe siècle. L'esclavage a commencé à l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, l'esclavage existe. Jusqu'au moment où je vous parle, l'esclavage existe encore, mais sous de nouvelles formes. Alors que la traite négrière n'existait pas à l'Antiquité. La traite négrière a commencé au 7e siècle avec les Arabes. Les premiers à pratiquer le commerce d'esclaves noirs, c'étaient les Arabes à partir du 7e siècle. Ils ont poursuivi ce commerce d'esclaves noirs jusqu'au 19e siècle, les Arabes, bien avant les Européens. Ensuite, il y a eu les Européens. Les Européens aussi ont pratiqué le commerce d'esclaves noirs, mais eux, ils ont commencé vers la fin du 15e siècle, après la découverte des Amériques, pratiquement. Voyez-vous, chers élèves, j'en profite pour vous poser une question qui me semble intéressante. D'après vous, pourquoi les Européens étaient venus en Afrique chercher des esclaves noirs? Pourquoi? Oui? Parlez correctement, faites une phrase correcte. Pour main d'œuvre, ça veut dire quoi pour main d'œuvre? Non, on est en français.
Alors pourquoi les Européens étaient venus en Afrique chercher des esclaves noirs? Normalement, la réponse commence par parce que ceci, ou bien les Européens sont venus parce qu'il y a ceci ou cela. Faites une phrase correcte. On ne répond pas comme ça, quand même. Oui, allez-y. Pour chercher de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, ça veut dire des travailleurs. Très bien, ils sont venus chercher des travailleurs, c'est vrai. Mais dans quel but? Pourquoi faire avec ces travailleurs-là? C'est la question. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces travailleurs-là? Oui? Ils vont prendre ces travailleurs, Oui. les mettre dans les plantations de café et de mines d'or. Oui. Plantations de café. Et dans les mines d'or, pourquoi? Pour avoir de l'argent. Pour gagner de l'argent, c'est vrai. Parce que les Européens avaient découvert les Amériques en 1492. Lorsqu'ils ont découvert les Amériques, eh bien, ils avaient compris que là-bas aux Amériques, ils pouvaient gagner beaucoup d'argent. En faisant quoi? En cultivant des plantations de canne à sucre, de coton, de café, de cacao, en creusant le sol pour chercher les richesses de sous-sol, en exploitant les forêts, le bois par exemple. Bref, ils avaient la possibilité de gagner beaucoup d'argent en faisant tous ces travaux-là. Mais pour pouvoir faire tous ces travaux-là, les Européens avaient besoin de travailleurs, ils avaient besoin de main-d'œuvre. C'est donc le besoin de gagner beaucoup de richesses qui les a poussés à venir en Afrique à la recherche de travailleurs. Besoin de richesse, recherche de travailleurs. Pour dire que les raisons profondes pour lesquelles les Européens étaient venus en Afrique chercher des esclaves noirs, ce sont des raisons purement économiques, parce qu'il y a le besoin de richesse derrière, voyez-vous. Et dans ce commerce d'esclaves noirs organisé par les Européens entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques, l'île de Gorée a joué un très grand rôle. Oui, parce qu'une fois que vous retournerez en classe, le professeur pourrait vous poser la question de savoir quel rôle Gorée a-t-elle joué dans la traite négrière? Ah, c'est une question intéressante. Oui, quel a été le rôle de Gorée dans la traite négrière? Levez la main, j'entends des claquements, je ne vois pas de main levée. Alors, c'est quoi ça? Oui? Pardon, c'était? Un port d'embarquement, c'est-à-dire? Mais c'était pas seulement un port d'embarquement, oui? C'était un comptoir commercial. Un comptoir commercial. C'était un comptoir commercial. Bon, si vous voulez, mais bon, je vais vous dire, Gorée a été en réalité ce qu'on appelle un centre de transit. Je vous explique ce que c'est. Ça veut dire que les esclaves étaient transportés par des bateaux négriers qui provenaient de toutes les côtes ouest africaines. Depuis l'Afrique du Sud, l'Angola, etc., jusqu'au Nigeria, au Bénin, au Togo, le golfe de Guinée. Voyez-vous, les esclaves provenaient de ces zones-là, ils étaient transportés par les bateaux. Ces bateaux-là partaient aux Amériques. Les esclaves, on les amenait aux Amériques. Mais ces bateaux-là qui provenaient de ces zones-là préféraient longer les côtes ouest africaines jusqu'au niveau des côtes sénégalaises, notamment à Gorée, avant de commencer la longue traversée de l'océan Atlantique. Ça veut dire en clair que les bateaux qui transportaient les esclaves venaient à Gorée de passage sur la route des Amériques. À Gorée de passage, c'est en cela que Gorée était un centre de transit. Par centre de transit, vous comprenez un centre de passage. Pourquoi donc les bateaux négriers préféraient venir d'abord à Gorée avant d'aller aux Amériques? Pourquoi? Parce que si vous regardez la carte géographique de l'Afrique, vous l'avez vu, non? Vous êtes en train de distraire les élèves avec des appareils là. Vous êtes en train de les distraire. Ils ne suivent même pas, ils sont en train de vous regarder. Vous voyez? Voilà. Alors, chers élèves, pourquoi la plupart de ces bateaux négriers préféraient venir à Gorée? Si vous regardez la carte géographique de l'Afrique, vous voyez que le Sénégal se trouve dans cette partie qui est très avancée sur l'océan. Ça veut dire que les côtes sénégalaises sont plus proches des côtes américaines. Parce qu'elles sont plus proches des côtes américaines, elles permettaient aux bateaux qui transportaient les esclaves d'arriver plus facilement aux Amériques. Ça, c'est la première raison. Il y a ce qu'on appelle la proximité géographique des côtes sénégalaises vis-à-vis des côtes américaines. Pour les bateaux qui transportaient les esclaves, au lieu de commencer à traverser l'océan Atlantique depuis le golfe de Guinée, non, les bateaux-là préféraient longer les côtes ouest-africaines jusqu'au niveau des côtes sénégalaises. Parce qu'à partir des côtes sénégalaises, c'est devenu plus proche. La distance est réduite. Voyez-vous? Voilà, c'est pour ça que les bateaux préféraient longer les côtes ouest-africaines jusqu'au niveau des côtes sénégalaises avant de commencer la longue traversée de l'océan Atlantique. Et c'est en cela que Gorée était un centre de transit. Alors, chers élèves, dans cette maison, qui a été construite en 1776, on pouvait retrouver à la fois entre 150 et 200 esclaves, des hommes, des femmes et des enfants. Notez que la maison des esclaves a été construite en 1776. 1776, donc c'est la date de construction de la maison des...
Alors, elle pouvait contenir à la fois entre 150 et 200 esclaves. Ça, c'est l'effectif. Elle pouvait contenir entre 150 et 200 esclaves, hommes, femmes et enfants. Parmi ces 150 à 200 esclaves-là, on pouvait retrouver une famille entière. Oui, toute une famille pouvait parfois se retrouver dans cette maison. Le papa, la maman et les enfants. Et quand ils partaient pour les Amériques, leur destination dépendait de ceux qui les avaient achetés. Je vous donne un exemple très simple. Considérons une famille de 4 personnes. Le papa, la maman et les 2 enfants. Si le papa est acheté par un marchand d'esclaves qui allait au Brésil, ça veut dire que le papa aussi va aller au Brésil. La maman est achetée par un marchand d'esclaves qui allait en Argentine. Forcément, elle se retrouvait en Argentine. L'un des enfants est acheté par un marchand d'esclaves qui allait à Cuba. Forcément, cet enfant se retrouvait à Cuba. Le dernier enfant pouvait se retrouver aux États-Unis. Alors, vous voyez que la famille était complètement dispersée. Les esclaves, quand ils partaient de Corée, ils perdaient leur nom. On effaçait leur nom. À la place de leur nom, ils avaient des numéros matricules. Une fois qu'ils arrivaient là-bas, aux Amériques, dans les plantations et dans les mines, on leur donnait les noms de leurs maîtres. On portait les noms de leurs maîtres. Alors, aux États-Unis, par exemple, les esclaves avaient des noms anglais, sans doute parce qu'aux États-Unis, la plupart des maîtres d'esclaves étaient des Anglais. Au Brésil, pour les mêmes raisons, les esclaves avaient des noms portugais. À Cuba, les esclaves avaient des noms espagnols. Aux Antilles françaises, les esclaves avaient des noms français. États-Unis, des noms anglais. Brésil, des noms portugais. Cuba, des noms espagnols. Antilles françaises, des noms français. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, les descendants d'esclaves, ce sont ceux-là dont les ancêtres étaient des esclaves. Les descendants d'esclaves aujourd'hui, qui se retrouvent de l'autre côté de l'océan Atlantique, sachez que les noms qu'ils portent ne sont pas leurs vrais noms d'origine africaine. Ce sont des noms qu'ils ont hérités de leurs ancêtres et que leurs ancêtres avaient eux-mêmes empruntés à leur patron blanc à l'époque où ils étaient des esclaves. Est-ce que vous me suivez? Oui. Je vous donne un exemple. Vous connaissez Michael Jackson? Oui. Michael Jackson était un noir américain, non? Est-ce que vous savez qu'il était descendant d'esclaves? Vous saviez ça? Alors, il était descendant d'esclaves, ça veut dire que ses ancêtres étaient partis d'Afrique durant la traite négrière. Ses ancêtres étaient déportés d'Afrique à l'époque de la traite négrière. Il était descendant d'esclaves. Le nom de Jackson qu'il portait n'était pas son vrai nom d'origine africaine. C'est un nom qu'il a hérité de ses ancêtres et que ses ancêtres avaient eux-mêmes emprunté à leur patron blanc à l'époque où ils étaient des esclaves. Mais le vrai nom de Michael Jackson, c'était pas Jackson. C'était peut-être un Jai, Michael Jai. Il y a un Fall, Michael Fall. Il y a un Michael Diop, voilà, Michael Diop. Il y a un Michael Jam, Michael Mangala. Allô, allô. Alors, écoutez, chers élèves, je n'ai cité que Michael Jackson parce que c'est quelqu'un de célèbre que vous êtes tous censés connaître. Mais ce n'est pas valable que pour lui, non. C'est valable pour tous les descendants d'esclaves de manière générale qui se retrouvent aujourd'hui aux États-Unis, au Brésil, à Cuba, au Pérou, au Venezuela, en Haïti, en Jamaïque. Oui, en Jamaïque, par exemple. Vous connaissez un certain Bob Marley, le roi du reggae. Bob Marley était un descendant d'esclaves. Le nom de Marley qu'il portait n'était pas son vrai nom d'origine africaine. Vous connaissez un certain Usain Bolt, l'ex-homme le plus rapide du monde. Il est descendant d'esclaves. Le nom de Bolt qu'il porte aujourd'hui n'est pas son vrai nom d'origine africaine. Est-ce que vous connaissez un certain Michael Jordan, le célèbre basketteur? Il est descendant d'esclaves. Le nom de Jordan qu'il porte aujourd'hui n'est pas son vrai nom d'origine africaine. Est-ce que vous connaissez un certain 50 Cent, le rappeur noir américain? Il est descendant d'esclaves. Le nom qu'il porte aujourd'hui n'est pas son vrai nom d'origine africaine. Est-ce que vous connaissez une certaine Rihanna? Pareil pour elle. Voilà, etc. Chers élèves, dans cette maison, les esclaves étaient administrés par des règles. C'est comme vous aussi, vous êtes administrés par des règles parce que dans votre école, vous avez ce qu'on appelle le règlement. Très bien. Alors, les esclaves aussi, c'était la même chose. Ils avaient un règlement intérieur.
D'après ce règlement-là, les esclaves devraient être toujours séparés de chambres selon qu'ils étaient hommes, femmes ou enfants. On ne les mélangeait pas. Les hommes à part, les femmes à part, les enfants à part, les adultes à part. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me lire cette plaque là-bas? C'est marqué? C'est marqué homme. Très bien. Cette plaque-là aussi, c'est marqué. Voilà, ça veut dire que les chambres que vous avez là-bas, ainsi que celles que vous avez là, ce sont les chambres des femmes. Dans chacune de ces chambres pour hommes, qui mesurent 2,60 mètres sur 2,60 mètres, on mettait 15 à 20 esclaves. 15 à 20 esclaves dans chacune de ces chambres pour hommes. Les esclaves étaient presque nus. Ils étaient assis au sol. Ils étaient adossés au mur. Ils étaient enchaînés au cou et aux bras. Et d'après le règlement intérieur, les esclaves n'avaient droit qu'à une seule libération par jour pour aller aux toilettes au bord de la mer. Quand ils allaient aux toilettes, on leur attachait aux deux pieds une chaîne. Au milieu de cette chaîne-là se trouvait attachée une grosse boule en fer. La boule, elle était lourde. Elle pesait 10 kg 300. L'esclave était contraint donc de la traîner comme ça au sol, en allant au toilette au bord de la mer. C'est justement pour l'empêcher de s'échapper. Avec cette boule, l'esclave n'avait aucune possibilité de s'échapper. Mais dites-moi, une seule libération par jour pour aller aux toilettes, est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant, donc il leur arrivait parfois d'être obligés de faire leur toilette dans leur chambre. S'ils avaient envie d'aller aux toilettes et que l'heure de leur libération quotidienne n'avait pas encore sonné, ils étaient obligés de le faire dans les chambres. Alors vous devinez qu'il faisait très sale dans cette maison. Il faisait tellement sale qu'il y a eu une épidémie. Une épidémie est une maladie qui attrape plusieurs personnes en même temps. Alors la première épidémie de peste qui a tué beaucoup de personnes sur l'île de Gorée, cette première épidémie-là avait commencé dans cette maison des esclaves. À cause de la saleté dans laquelle vivaient les esclaves, cette épidémie de peste est survenue en 1779. 3 années seulement après la construction de la maison des esclaves. Donc il y a eu une épidémie de peste. Notez que la première épidémie de peste qui a tué beaucoup de personnes sur l'île de Gorée avait commencé à la maison des esclaves et c'était en 1777. Chers élèves, les chambres des hommes, vous les avez là à gauche et à droite. Je vous ai dit qu'après les explications, vous aurez le loisir de vous promener dans la maison. Si vous passez par là, c'est le sens de la visite. La première chambre que vous allez voir à votre gauche, c'est celle des enfants, c'est bien marqué. Les enfants, on les prenait parce qu'on en faisait des esclaves. Il y avait des travaux que les enfants faisaient bien. Par exemple, les récoltes du coton, du café, du cacao, du tabac, la cueillette des fruits et légumes, les travaux de tri, tous ces travaux-là qui nécessitaient de petites mains, les enfants les faisaient très bien. Jusqu'au transport des produits récoltés, etc. Tous ces travaux-là, les enfants les faisaient très bien. Chers élèves, l'autre raison pour laquelle on prenait ces enfants, c'est parce que la plupart d'entre eux étaient des enfants dont les parents étaient suffisamment costauds. Parce qu'on pense que quand ils seront adultes, ils seront aussi costauds que leurs parents. Chers élèves, après la chambre des enfants, vous allez voir cette jeune fille. Parfois, dans cette maison, on pouvait voir une jeune fille esclave qui avait un enfant avec un patron blanc. Cet enfant-là, il sera un métis, non? Oui, parce que sa mère est noire et son père est blanc. Cet enfant métis, si c'est une fille, quand elle sera grande, on va l'appeler Signard. Vous avez entendu parler des Signards? Oui ou non? Vous connaissez Léopold Sédar Senghor? C'était le premier président du Sénégal, non? Léopold Sédar Senghor était un poète président. Il a parlé des Signards dans un de ses très beaux poèmes qui s'appelle Joa. Très bien. Je me rappelle les Signards à l'ombre des baobabs, etc. Voilà. Alors, chers élèves, vous allez découvrir ce poème-là. Vous verrez que Senghor a parlé des Signards. Les Signards montraient que c'était ces femmes métisses, dont les mamans étaient des esclaves et les papas des Européens. On les appelait les Signards. Voilà, mais sachez que le mot Signard vient d'une mauvaise prononciation du nom portugais Senhora, qui veut dire madame. Chers élèves, après la chambre des jeunes filles, vous allez voir celle qui suit, devant laquelle on a marqué une nappe temporaire. Je vous explique ce que c'est que. Pour être un bon esclave, il fallait être costaud. Les esclaves, on les pesait, on mesurait leur poids pour savoir de combien de kilos ils étaient lourds. Le plus petit poids qu'il fallait avoir pour être un bon esclave, ça s'appelle le poids minimum. C'était 60 kg. Si vous êtes physiquement faible, au point de ne même pas atteindre 60 kg, dans ce cas, vous n'êtes pas apte. Vous êtes alors inapte. On vous installait dans la chambre des inaptes temporaires pour vous engraisser. Vous engraisser, cela veut dire qu'on vous donnait beaucoup à manger. Si vous aviez faim, on vous donnait à manger. Si vous n'aviez pas faim, on vous donnait à manger. Manger tout obligatoirement pour être
Est-ce que vous savez ce qu'on leur met à manger pour les engraisser? Est-ce que vous connaissez le tapé? Vous connaissez le tapé? On en mange souvent? Le tapé n'est pas très riche. Alors il faut manger souvent. C'est bon? On écoute. Écoutez s'il vous plaît. Je vous ai donné un secret. Tous les garçons qui est là. Regardez ces deux escaliers-là. Alors, sous les deux escaliers, je dis bien, sous les deux escaliers se trouvent deux petites chambres dont le plafond est très bas. Ce sont des chambres qui étaient réservées aux esclaves récalcitrants, c'est-à-dire les esclaves qui étaient têtus. On les mettait sous les escaliers pour les punir. C'est quoi la punition? C'est que quand on vous mettait dedans, vu que le plafond est très bas, vous ne pouviez pas vous tenir debout. Vous étiez tout le temps comme ça dans la chambre, ou assis ou couché. Jamais debout, pendant plusieurs jours. C'est très dur. C'est ça la punition. Il ne fallait pas être têtu, il fallait être sage et obéissant. Dites-moi, est-ce que vous connaissez Nelson Mandela, l'ancien président d'Afrique du Sud? Nelson Mandela était venu visiter cette maison en 1991. Quand il est arrivé devant cette cellule-là, sous ces escaliers, il avait voulu y entrer. Dans un premier temps, le protocole avait refusé. Le protocole, ce sont les personnes qui organisent le déplacement du président, on les appelle le protocole. Ces gens-là avaient refusé de laisser Mandela entrer dans la chambre sous les escaliers parce qu'ils avaient peur pour sa sécurité. Mais le président Mandela avait tellement insisté qu'on avait fini par le laisser entrer. Il est resté sous les escaliers pendant quelques minutes. Mais quand il en était ressorti, il avait les larmes aux yeux, il avait pleuré. Parce qu'il était triste, parce que cela lui a rappelé les longues années qu'il a passées en prison. Chers élèves, après cela, vous allez marcher tout droit dans ce couloir pour aller regarder cette porte qui sort sur la mer. Attention, en allant à cette porte, vous allez voir à votre droite la grande chambre des femmes. Dans cette chambre-là aussi, on était 25 jusqu'à 30 femmes. Elles étaient presque nues. Elles étaient assises au sol. Elles étaient enchaînées au cou et au bras. Alors je rappelle qu'à l'époque, les esclaves, on ne les achetait pas avec de l'argent. Vous le savez, non? Les esclaves, à l'époque, on les échangeait contre ces marchandises qui n'avaient pas de grande valeur et qu'on appelle des pacos. Par exemple, si je voulais acheter un esclave aussi costaud que Monsieur Diop. Monsieur Diop ferait un bon esclave, hein, parce qu'il est quand même costaud. Alors regardez, c'est bon, on a compris maintenant. Si je voulais acheter, est-ce que je suis là? Si je voulais acheter un esclave de la taille de M. Diop, je pouvais donner un fusil. Je donnais un fusil, on me donnait un esclave de la taille de M. Diop. Ou bien je donnais un baril d'alcool. À l'époque, nos ancêtres, ce n'étaient pas des musulmans. Ils consommaient beaucoup d'alcool. Je donnais un baril d'alcool pour acheter un esclave de la taille de M. Diop. Ou bien je donnais une couverture. Ou bien je donnais un autre objet équivalent du point de vue échange. Si je voulais acheter un joli petit garçon comme lui là, je pouvais donner un miroir. Vous connaissez le miroir? Oui, je donnais un miroir, on me donnait un enfant de cet âge. Ou bien je donnais un collier, ou bien je donnais des boucles d'oreilles, ou bien je donnais une pièce de tabac pour acheter un joli garçon comme lui. Voilà, c'est comme ça qu'on achetait les esclaves, en les échangeant contre ces marchandises qui n'avaient pas de grande valeur et qu'on appelle des pacos. Mais attention, le produit que l'on utilisait en échange des esclaves, ce produit-là, il variait d'un continent à l'autre. Souvenez-vous qu'au départ, les bateaux négriers provenaient d'Europe. Au départ, les bateaux qui transportaient les esclaves provenaient d'Europe. Mais en provenance d'Europe, qu'est-ce qu'il y avait dans ces bateaux-là? Il y avait des tissus, il y avait des armes à feu, il y avait des balles, il y avait des barres de fer, il y avait de l'alcool, il y avait des épices, etc. Donc au départ de l'Europe, il y avait ces produits-là dans les bateaux. Ces bateaux-là débarquaient en Afrique. Une fois en Afrique, ces produits-là étaient échangés contre des esclaves. Et les bateaux, cette fois-ci, chargés d'esclaves, quittaient les côtes africaines, traversaient l'océan Atlantique et se rendaient aux Amériques. Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. Une fois aux Amériques, ces esclaves étaient échangés contre d'autres produits. Quels étaient ces produits-là? Des produits qui étaient cultivés là-bas. Café, cacao, canne à sucre, coton, tabac, bois, charbon, or, etc. Et les bateaux chargés de ces derniers produits, donc, quittaient les côtes américaines, traversaient l'Atlantique et retournaient en Europe. Alors, vous voyez que le triangle était bouclé.
Le départ, c'était l'Europe. Première étape, l'Afrique. Deuxième étape, les Amériques. Dernière étape, l'Europe à nouveau. C'est le fameux commerce triangulaire, le produit de l'échange varié d'un continent à l'autre. Après cela, chers élèves, regardez l'étage. Est-ce que vous avez vu l'étage? C'est là où habitaient les Européens marchands d'esclaves. Alors qu'en bas, c'était uniquement réservé aux esclaves. Après cela, vous irez voir cette fameuse porte qui donne sur la mer. Cette porte, elle est appelée ici la porte de l'aller sans retour, ou bien la porte du voyage sans retour. Pourquoi on l'appelle ainsi? Parce que les esclaves, quand ils partaient aux Amériques, c'est bien par cette porte-là qu'ils avaient été sortis, embarqués dans les bateaux, transportés aux Amériques, d'où ils ne revenaient plus jamais. C'est pour ça qu'on l'appelle la porte du voyage sans retour. Mais chaque fois que l'on faisait monter les esclaves sur les bateaux, certains d'entre eux essayaient de s'échapper. Oui, les esclaves plongeaient pour tenter de s'échapper par la nage. Malheureusement, de cette porte-là, jamais un seul esclave n'avait réussi à s'échapper. Jamais. Chaque fois qu'un esclave avait plongé pour tenter de s'échapper, il était fusillé par les gardiens. S'il n'était pas fusillé par les gardiens, alors il était systématiquement dévoré par les requins. Est-ce que vous savez pourquoi il y avait des requins autour de Gorée? Vous savez pourquoi? Vous savez pas? Mais regardez, l'esclave qui avait plongé pour tenter de s'échapper, s'il était fusillé, son sang coulait, ce sang-là attirait les requins. S'il était mort parce qu'il était fusillé, son corps aussi attirait les requins. Il se trouve qu'à l'époque, d'après le règlement intérieur, les esclaves n'avaient pas le droit de tomber malades. N'est-ce pas que vous avez un règlement intérieur dans votre école? Imaginez que ce règlement intérieur vous dise que, désormais, les élèves n'ont plus le droit de tomber malades. Comment vous allez faire? Alors, vous voyez que c'est très compliqué. Dans votre école, le règlement vous interdit de tomber malade. C'est très compliqué ça. Mais c'était comme ça pour les esclaves. Ils n'avaient pas le droit de tomber malade. Vous savez pourquoi? Souvenez-vous qu'il y avait eu une épidémie de peste en 1779. Lorsqu'un esclave tombait malade et qu'on le laissait dans la chambre, il pouvait facilement contaminer les autres et cela pouvait provoquer une nouvelle épidémie. Donc pour éviter les épidémies, chaque fois qu'un esclave était tombé malade, on le sortait tout doucement et on le jetait dans la mer. Cela aussi attirait les requins. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de requins autour de l'île de Gorée. Il ne fallait pas tomber malade. Si vous tombiez malade, là, on vous sortait et on vous jetait dans la mer. Voilà. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a un malade parmi vous? Il y en a. Bon, à la fin du cours, vous venez me voir, les élèves malades. J'ai un médicament très efficace. Ça va à la porte du voyage. Voilà. Alors dites-moi, est-ce que vous connaissez le pape Jean-Paul II? Le pape Jean-Paul II, c'était le patron de tous les catholiques du monde entier. On l'écoute là, écoutez. Est-ce qu'on l'écoute? Le pape Jean-Paul II, c'était le patron de tous les catholiques du monde entier. Malheureusement, il est mort. Il était venu visiter cette maison des esclaves le 22 février 1992. Le 22 février 1992. Alors regardez, quand le pape Jean-Paul II est arrivé ici, il a marché tout droit dans ce couloir, il est allé jusqu'à la porte du voyage sans retour. Quand il est arrivé à cette porte, il a fait comme ça, regardez, il a fait comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ensuite, il a fait comme ça, il a demandé pardon à toute l'Afrique. Chers élèves, est-ce que vous savez pourquoi il a demandé pardon à l'Afrique? Parce qu'à l'époque de l'esclavage, beaucoup de prêtres missionnaires avaient participé au commerce des esclaves. Vous savez ce que c'est qu'un prêtre? C'est celui-là qui dirige la prière à l'église. Voilà, donc à l'époque de la traite négrière, beaucoup de prêtres avaient participé au commerce des esclaves. C'est pour cela que l'église a reconnu sa part de tort et elle a envoyé son autorité suprême en la personne du pape Jean-Paul II pour venir jusqu'ici et pour demander pardon à l'Afrique. Voilà, chers élèves, c'est comme vous. C'est comme vous, lorsque quelqu'un vous fait du mal et qu'il regrette de vous avoir fait du mal. S'il revient vers vous et vous demande pardon, normalement, vous ne pardonnez parce que
Le pardon est une valeur fondamentale enseignée par vos religions respectives. Chers élèves, si vous êtes musulmans, l'islam vous enseigne qu'il faut toujours pardonner dans la mesure du possible. Si vous êtes chrétien, le christianisme aussi vous enseigne qu'il faut toujours pardonner dans la mesure du possible. Si nous ne nous pardonnons pas, nous allons passer toute notre vie à nous frapper dessus, à nous bagarrer, à nous entretuer, et nous ne pourrons jamais vivre en paix dans une même société. Sans le pardon, la paix est impossible. C'est pour cela que lorsque l'Église a demandé pardon à l'Afrique par le biais du pape Jean-Paul II, l'Afrique a répondu. Elle a répondu en disant ceci. Moi, l'Afrique, j'accepte de pardonner tout le mal qu'on m'a fait à travers la traite négrière, mais je refuse d'oublier. Parce que ce que l'on m'a fait à travers la traite négrière est tellement grave que je ne peux pas l'oublier du jour au lendemain. Qu'est-ce que l'on m'a fait à travers la traite négrière? Des millions et des millions de mes enfants ont été arrachés à leur terre natale. Ils ont été transportés de l'autre côté de l'océan Atlantique où ils ont été battus, torturés, humiliés, traités comme des animaux, et cela pendant près de 400 ans. Ah non, 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 moi l'Afrique, je refuse de l'oublier. foofu moo nekkoon pour les pour góor ñi foofu mooy waa waiting room la quoi mooy nekk mooy réception pour les hommes. ok ok. Well.